Bienvenue dans des Deep Dive. On se plonge aujourd'hui dans un sujet assez captivant, je trouve, le miracle économique rwandais et puis les accusations de pillage en République démocratique du Congo. Oui, un sujet sensible et complexe. Exactement. On va essayer d'y voir un peu plus clair. On va s'appuyer sur des sources, des analyses. Tout à fait. Pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Parce que c'est vrai que le Rwanda, depuis la fin du génocide et puis l'arrivée au pouvoir de Paul Kagame, affiche une croissance économique assez impressionnante. Oui, c'est un des pays d'Afrique qui a la plus forte croissance économique ces dernières années. Voilà. Alors, comment expliquer ce miracle? Est-ce que c'est vraiment un miracle ou est-ce qu'il y a des choses un petit peu plus sombres derrière tout ça? C'est ce qu'on va essayer de voir. Oui, parce que ce miracle économique s'accompagne de zones d'ombre, d'accusations de pillage des ressources de la RDC. C'est ça le paradoxe rwandais. Alors, pour bien comprendre, il faut remonter un petit peu dans le temps. À la fin des années 90, après la vidéo YouTube Traveling with Alain, Paul Kagame soutient Laurent Désiré Kabila lors de sa prise de pouvoir en RDC en 1987. Oui, au départ, l'objectif affiché, c'est de sécuriser les frontières, de gérer le problème des réfugiés Hutus qui sont au Zaïre à l'époque. Oui, c'est un petit peu la version officielle. Exactement. Mais rapidement, la situation va évoluer. Oui, ça bascule assez vite. L'aide du Congo, qui est très riche en ressources minières, devient un terrain de convoitise. Et puis Kabila accuse le Rwanda de piller ses ressources, notamment l'or, via des groupes armés. Donc là, on a déjà les premières tensions qui apparaissent. Oui, on assiste à une véritable guerre de l'ombre pour le contrôle de ces richesses minières. Et c'est là que le paradoxe rwandais prend forme. Un pays qui n'a pas de mine d'or devient un exportateur majeur d'or. On voit même la construction d'une raffinerie d'or d'une valeur de 5 millions de dollars, capable de traiter 6 tonnes par mois. C'est assez étonnant, comment expliquer ça? Voilà, comment est-ce possible? Les accusations de pillage systématique se multiplient. L'ONU documente des massacres commis par les forces rwandaises en RDC. On parle de trafic de minerais, d'exploitation illégale. Et en même temps, on a la communauté internationale qui continue de soutenir le Rwanda. Oui, y compris financièrement. C'est un petit peu déroutant. Comment expliquer cette contradiction? C'est une question complexe. Est-ce que les intérêts économiques priment sur les considérations éthiques? Est-ce que c'est une forme de réelle politique cynique? On a du mal à comprendre. C'est vrai que le Rwanda s'est rendu indispensable aux yeux de certains pays occidentaux. Kagame joue un rôle clé dans la stabilisation de la région. Oui, on l'a dit, il y a cette croissance économique et une certaine stabilité. Voilà. Et puis, l'accès aux ressources minières congolaises est un enjeu géopolitique majeur. Mais est-ce que ça justifie tout, là? C'est la question qu'on peut se poser. Il y a une forme d'hypocrisie de la part de la communauté internationale. On dénonce le pillage des ressources africaines tout en fermant les yeux sur les agissements du Rwanda. Oui, Traveling with Alain souligne cet aspect, en parlant de l'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda sur la gestion durable des matières premières. Oui, un accord qui pose question quand on sait d'où proviennent ces matières premières. Donc on a d'un côté le Rwanda, qui se présente comme un modèle de développement pour l'Afrique, avec une économie florissante. De l'autre côté, on a ces accusations graves de pillage et des crimes de guerre. Le tableau est loin d'être simple. Absolument. C'est ce qui rend ce sujet aussi passionnant. On est face à un dilemme moral, un paradoxe qui nous oblige à interroger nos propres valeurs et nos responsabilités. Alors, comment décrypter le personnage de Paul Kagame Fanway? Est-il un visionnaire pragmatique, un fin stratège qui utilise tous les moyens à sa disposition pour développer son pays, quitte à franchir certaines lignes rouges? Ou est-il un dirigeant autoritaire qui masque ses ambitions personnelles derrière un discours panafricaniste? C'est une question à laquelle on va essayer de répondre dans la suite de notre discussion. Exactement. On va essayer d'y voir plus clair, on va analyser tout ça en détail. Avec des faits, des analyses, des témoignages. Restez avec nous. Oui, Kagame, c'est un personnage complexe. C'est sûr, il a su jouer de cette image de pays qui se reconstruit après le génocide. Oui, l'Occident à l'époque avait quand même cette culpabilité par rapport au génocide rwandais. Exactement. Et Kagame a exploité ce sentiment de culpabilité en se présentant comme un garant de la stabilité dans la région. Oui, on comprend ce besoin de soutenir le Rwanda, mais est-ce que ça justifie de fermer les yeux sur des accusations aussi graves? C'est là que Kagame joue habilement. Il utilise l'argument de la traque des FDLR, ces rebelles Hutus responsables du génocide et qui se cachent en RDC. Oui, il dit qu'il doit intervenir pour les neutraliser. Exactement. Il se présente comme un rempart contre le terrorisme. Mais d'après certains experts, cette menace est un peu exagérée, non quoi?
Oui, Traveling with Alain nous explique que le véritable objectif de Kagame, c'est le contrôle des zones minières stratégiques de l'est du Congo. Ah oui, donc il utilise ce prétexte pour s'implanter dans ces zones riches en minerais. Exactement, et le Rwanda, grâce à cette image de pays stable, attire les investisseurs étrangers et signe des contrats lucratifs avec des entreprises minières. Donc on a d'un côté l'aide internationale au développement et de l'autre côté des contrats miniers qui profitent au Rwanda. Oui, c'est un peu paradoxal. On finance indirectement le pillage d'un pays en soutenant celui qui en profite. Et la communauté internationale laisse faire honte. Malgré les dénonciations d'observateurs et de personnalités politiques, oui, on a l'impression que les intérêts économiques priment. L'appétit pour les matières premières est trop important. Oui, le coltan, le cobalt, tout ça c'est essentiel pour nos technologies. On ferme les yeux sur l'origine de ces matériaux. C'est un peu le revers de notre société hyper connectée. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que Kagame se présente en même temps comme un panafricaniste convaincu. Ah bon? Oui, il défend l'idée d'une Afrique unie, d'une zone de libre-échange, et il critique le néocolonialisme occidental. Mais en même temps, il collabore avec ces mêmes puissances occidentales. Oui, c'est ça. Le paradoxe, il signe des accords économiques avec l'Europe, intervient militairement en Centrafrique pour le compte de la France. Alors, comment interpréter ce double discours? Est-ce que ce panafricanisme est sincère ou est-ce une façade pour servir ses propres intérêts? Est-ce qu'il est vraiment convaincu de ce qu'il dit ou est-ce juste une stratégie d'homme? Difficile à dire, peut-être qu'il pense que la fin justifie les moyens. Qu'il fait ce qu'il faut pour développer son pays. Oui, qu'il est un visionnaire pragmatique qui doit prendre des décisions difficiles. Mais est-ce que le développement du Rwanda peut se faire au détriment de la paix et de la stabilité de la région en fait? C'est la question qui fâche. Le cas du Rwanda nous oblige à repenser la notion même de développement. Peut-on parler de progrès économique quand il est basé sur l'exploitation d'un autre pays? C'est un vrai débat moral. Est-ce qu'on peut accepter que le développement des uns se fasse au prix du sacrifice des autres? C'est une question difficile. On a l'impression d'être face à un choix impossible. Oui, d'un côté, on veut soutenir le développement de l'Afrique, de l'autre, on ne peut pas cautionner les violations des droits humains. On se retrouve piégé par nos propres contradictions. Exactement. Et c'est ce qui rend le cas du Rwanda si passionnant et si troublant à la fois. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ces accusations de pillage, de la passivité de la communauté internationale. Mais au fond, quel est le projet Kagame pour le Rwanda et pour l'Afrique? C'est là que son discours devient intéressant. Il se présente comme un panafricaniste convaincu. Oui. D'après Traveling with Alain, il défend l'idée d'une Afrique unie, d'une zone de libre-échange. Il critique ouvertement le néocolonialisme occidental. Oui, c'est intéressant parce qu'en même temps, il collabore étroitement avec ces mêmes puissances occidentales. Oui, c'est ça la contradiction. Il signe des accords économiques avec l'Europe, il intervient militairement en Centrafrique pour le compte de la France. Exactement. Alors comment concilier ces actions avec son discours anti-impérialiste? C'est la grande question. Est-ce que ce panafricanisme est sincère ou est-ce que c'est juste une façade pour servir ses propres intérêts? Est-ce qu'il est vraiment convaincu de ce qu'il dit ou est-ce que c'est une stratégie? Difficile à dire, peut-être qu'il se voit comme un mal nécessaire. Un mal nécessaire. Oui, comme un leader qui doit faire des choix difficiles pour sortir l'Afrique de la pauvreté. Utiliser tous les moyens à sa disposition, y compris la coopération avec l'Occident. Donc on pourrait dire qu'il est possible de croire en une Afrique unie et prospère, tout en utilisant des méthodes contestables pour y parvenir. C'est une interprétation possible. La fin justifie les moyens. Exactement. Ça me fait penser à Machiavel. Oui, on peut faire le parallèle. Mais est-ce que le développement du Rwanda, aussi impressionnant soit-il, peut se faire au prix du sacrifice d'un autre pays? Voilà, c'est là où ça pose problème. Le pillage des ressources de l'RDC, les violations des droits humains. Est-ce un prix acceptable à payer pour le progrès? C'est la question qu'on doit se poser. Le cas du Rwanda nous oblige à réfléchir aux limites du développement. Peut-on parler de progrès quand il est construit sur l'exploitation et la souffrance d'autrui? C'est un questionnement moral important. Oui, essentiel même. Et puis finalement, notre rôle à nous, dans tout ça en tant que consommateurs de produits high-tech. Oui. Sommes-nous complices de ce système? C'est une question qu'on doit se poser. On a besoin de coltan de cobalt pour nos smartphones, nos ordinateurs. Exactement. Est-ce qu'on peut exiger des entreprises qu'elles s'approvisionnent de manière éthique? Oui, c'est notre responsabilité de consommateurs de nous informer, de faire attention à la provenance des produits qu'on achète, de soutenir les initiatives en faveur d'un commerce équitable. On ne peut pas se contenter de pointer du doigt le Rwanda sans s'interroger sur notre propre rôle dans ce système. C'est un appel à la conscience, à la responsabilité individuelle et collective.
Le débat sur le Rwanda est loin d'être clos. Il nous invite à réfléchir à toutes ces questions sur le développement, la justice sociale, la place de l'Afrique dans le monde. Oui, c'est une réflexion complexe qui nous concerne tous. Eh bien voilà, c'est la fin de notre plongée au cœur du paradoxe rwandais. On espère que cette discussion vous aura donné matière à réflexion. N'hésitez pas à approfondir le sujet et à vous forger votre propre opinion. On vous invite à visionner la vidéo YouTube Traveling with Allah, si vous voulez en savoir plus. Oui, c'est une excellente source d'information. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle plongée dans The Deep Dive.